Lionel Gougelot. Et à la une de l'actualité, 3 nouveaux incendies se sont déclarés hier dans le sud de la France. Point de situation dès le début de ce journal. Nous irons également à la rencontre des équipes qui enquêtent sur les causes de ces feux dévastateurs, trop souvent allumés volontairement. Revalorisation du SMIC et du livret A en ce 1er août. Vous bénéficierez peut-être d'un petit coup de pouce. Les détails de ce qui change aujourd'hui avec notre service économie. Et puis, il est encore un peu tôt, peut-être pour un cornet de frites, mais cette spécialité belge est à l'honneur dans le monde entier aujourd'hui. On ira à Bruxelles. Europe 1. Après les incendies hors normes qui ont ravagé près de 30 000 hectares de forêt en Gironde, les feux reprennent dans le sud-est de la France, Mélina. Dans le Gard, un violent incendie s'est déclaré hier après-midi. Il a consumé 350 hectares de pinèdes au sud de Nîmes. Le feu n'est toujours pas fixé, mais la situation évolue favorablement selon les pompiers. 9 soldats du feu ont été blessés, dont un gravement, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Le colonel Éric Agrigné, responsable de la communication du SDIS 30, au micro de Guillaume Dominguez. Des moyens très importants ont été engagés tant d'un point de vue terrestre qu'aérien, puisque sur cette zone, nous avons 3 villages qui étaient directement impactés. Donc de nombreuses habitations ont dû être préservées, de haute lutte par les sapeurs-pompiers engagés à terre, mais aussi aidés par 4 pélicans, c'est-à-dire 4 canadaires qui ont été engagés immédiatement, ainsi qu'un Dash, mais également les 2 hélicoptères du SDIS du Gard. Au plus fort de la lutte, nous avons eu sur ce chantier 530 sapeurs-pompiers et 170 véhicules au total qui ont lutté contre ces flammes qui touchaient une zone de garrigue avec effectivement un vent tourbillonnant, ce qui forcément compliquait la tâche des soldats du feu. 500 pompiers sont également mobilisés sur un autre incendie dans les Bouches-du-Rhône, en bordure de la Sète au niveau des Pennes Mirabeau. 35 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Le feu est désormais fixé. Enfin, un autre incendie a détruit 150 hectares de pins dans les Landes. Une quinzaine de maisons ont dû être évacuées. Alors on le sait, ces feux sont souvent déclenchés par l'homme, parfois volontairement, comme ces dernières semaines dans l'Hérault. Mais comment arrive-t-on à le prouver, Mélina ? Eh bien, c'est tout le travail mené par les équipes de recherche des causes et circonstances des incendies, les RCCI, et la mission de ces gendarmes, pompiers et agents de l'Office national des forêts est indispensable pour que justice se fasse. Nina Pavant, notre correspondante à Marseille, les a rencontrés. Reportage. Quand le téléphone de l'adjudant-chef Christophe sonne, son équipe part sur le terrain à la recherche d'indices. Dans leur mallette, un drone pour survoler l'incendie et tout un attirail pour des fouilles au sol. Donc on va retrouver les drapeaux avec une massette. Après c'est du matériel de prélèvement, que des pinces, des bocaux, une petite station météo. Après c'est les yeux qui travaillent. C'est de l'observation en permanence. L'outil le plus important pour ces enquêteurs, le pinceau. Comme des archéologues, ils fouillent sous les cendres, là où le feu a démarré. Je faisais un peu rire du monde maintenant, mais même mes camarades pompiers, je leur offre un pinceau. Puis maintenant, ça devient vraiment du sérieux, le pinceau, tout le monde y croit. Le feu est un destructeur, déjà il va nous détruire pas mal d'éléments. Et après, l'intervention des pompiers, elle, va également nous détruire d'autres éléments, ou le peu qui reste. Donc le but de la RCCI depuis 2004, c'était de former les pompiers et les premiers intervenants à baliser la zone. S'ils doivent attaquer le feu, à l'attaquer d'une certaine façon pour préserver les traces et indices. Avec l'eau qui se diffuse et qui retombe comme une pluie fine. Après les premières constatations, les équipes RCCI rédigent un rapport et laissent place à d'autres enquêteurs. C'est plus compliqué dans les séries. Nous, on va prendre une journée de travail sur le terrain, c'est 3-4 jours de rédaction derrière. On remet ça aux enquêteurs, ils se chargent de faire une enquête classique et là, tout est permis. Et c'est grâce au travail de l'équipe RCCI du Var qu'on a pu déterminer l'origine du feu de Gonfaron l'an dernier. 8000 hectares partis en fumée à cause d'un mégot de cigarettes. La Valette du Var, Nina Pavant, Europe 1. Et la France va à nouveau suffoquer à partir d'aujourd'hui. 3e canicule depuis le début de l'été. On attend entre 35 et 39 degrés dans le sud du pays. 5 départements sont en vigilance orange. L'Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et le Gard. À terme, ces vagues de chaleur peuvent peser lourd sur notre organisme, comme l'explique Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis. Ça peut déclencher
des pathologies qui n'étaient pas connues. Il est clair qu'un effort avec une forte chaleur chez une personne qui se croyait en bonne santé, ça peut déclencher un infarctus, qui a des facteurs de risque, vous voyez, à 45-50 ans. Très concrètement, ça fatigue. Et cette fatigue supplémentaire liée aux périodes de chaleur qui se répètent fait que ça entraînera globalement une surmortalité, en particulier chez les gens qui ont une santé déjà fragile, donc un organisme déjà fatigué, un cœur fatigué, des poumons fatigués, des maladies chroniques comme l'hypertension ou le diabète. Donc il va falloir qu'on change notre mode de vie. Il est clair qu'il vaut mieux l'été abandonner le costume cravate et porter des vêtements amples qui permettent d'avoir une bonne ventilation entre le vêtement et la peau, apprendre à modifier nos horaires. C'est-à-dire que c'est pas pour rien si dans les pays de l'Europe du Sud, l'après-midi, la vie s'arrête. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste en Seine-Saint-Denis, joint pour Europe 1 par Chloé Lagadou. 7h05 sur Europe 1, nous sommes aujourd'hui le 1er août et comme chaque début du mois, certaines choses vont changer dans votre quotidien. Déjà, la fin de l'état d'urgence sanitaire. La mission du Conseil scientifique concernant l'épidémie de Covid s'arrête donc. Un comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires va lui succéder. Et puis, beaucoup de Français devraient voir aussi plus concrètement des changements sur leur compte en banque. Charlotte Baricon. Alors tout d'abord, si vous touchez le SMIC, il va augmenter plus 2,01%. Concrètement, de 1 302,64 €, il passe à 1 329,09 € net pour un temps plein. Cette revalorisation sera automatique sur votre fiche de paie. C'est la 4e augmentation du SMIC en un an. La dernière remonte au 1er mai 2022. Ensuite, belle surprise aussi sur la fiche de paie des fonctionnaires. Leur salaire va augmenter de 3,5%. Et toujours pour lutter contre la flambée des prix, les taux ont augmenté. Alors c'est le bon moment pour épargner. Le livret A passe de 1 à 2%, donc votre argent va prendre de la valeur. Et autre livret qui augmente, le livret d'épargne populaire. Et là c'est la même logique, il passe de 2,2% à 4,6%. Les précisions de Charlotte Baricon. Une info qui va intéresser tous les gourmands maintenant. En Belgique, on fête aujourd'hui la journée mondiale de la frite. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Et rendez-vous compte, 11 millions de tonnes de frites sont consommées chaque année dans le monde. Mais qu'est-ce qui rend la frite belge si unique? Laura Van Lerberg est allée poser la question aux principaux intéressés dans les rues de Bruxelles. Excellente frite. Son paquet de frites en main, Stéphane a le sourire rien qu'en les dégustant. C'est parce que ce matin j'ai fait mon semi-marathon, mon premier semi-marathon de ma vie et je l'ai réussi. Alors ma femme a fait tu peux manger des frites. Un rendez-vous immanquable entre amis 2 fois par mois, une habitude pour de nombreux Belges à savourer. Quand on a la flemme. Et qu'on a envie de gras. Quand il y a des invités, soit c'est quand il n'y a plus rien dans le frigo. Et toujours accompagné. De la sauce andalouse, hein. Vous savez que c'est belge. Moi j'aime bien les grosses viandes. Avec de la bière, oui, bien sûr. La frite belge est-elle meilleure en Belgique? C'est les Belges qui en ont fait ce qu'elle est, donc voilà. Elles sont plus grosses, hein, ça se voit déjà. Ouais. On les cuit mieux. Croquantes à l'extérieur et bien moelleuses à l'intérieur. Karine en est convaincue. On les pré-cuit ici. Maintenant, on laisse reposer notre machine. Dans sa friterie bruxelloise, elle nous livre ses secrets. Nous la coupons nous-mêmes à la main, donc elle reste dans son jus tout le temps. Et nous la cuisons dans de la bonne graisse de bœuf. Et mon époux qui est né dedans, il doit même pas regarder au bruit qu'elle fait. Il sait quand il faut la sortir. Thierry l'entend, elle chante. Dans cet établissement, la recette existe depuis plus de 35 ans. Nos frites, il faut laisser la frite aux Belges. Un mets identitaire en Belgique depuis 1844. Reportage appétissant de Laure Van Lerberg, la correspondante d'Europe 1 en Belgique. Et on est bien d'accord, la bonne frite, c'est à la graisse de bœuf, bien évidemment. On passe au sport, Mélina, avec d'abord du football. Avec les Anglaises sur le toit de l'Europe, l'équipe féminine a remporté hier la finale de l'Euro à domicile, 2-1 contre l'Allemagne dans un stade plein à craquer à Wembley. C'est le premier titre à l'international pour les Lionnes anglaises. Chez les hommes, à 4 jours de la reprise de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain réussit haut la main son début de saison. Large victoire 4-0 contre Nantes lors du trophée des champions à Tel Aviv, grâce notamment à un doublé de Neymar et un retour en force de Lionel Messi. Cédric Chasseur. Il n'avait Dieu que pour lui et Lionel Messi leur a bien rendu. Décevant la saison passée, l'Argentin a montré un tout autre visage hier soir, à l'image de son but messiesque où il dribble le gardien avant de marquer du pied droit. Un but qui a lancé la soirée des Parisiens, vainqueur 4-0 et physiquement affûté. L'entraîneur de Nantes, Antoine Comboiré, n'a pu que constater les dégâts. On voit donc des joueurs qui ont envie de jouer ensemble. On le voit sur certaines phases où quand ils perdent le ballon haut, ils sont capables de faire un pressing.
C'est clair que c'est pas le même PSG que celui qu'on a rencontré la saison dernière. Paris a définitivement refermé la page Mauricio Pochettino. L'ère Christophe Galtier s'ouvre avec un titre que l'ancien entraîneur de Nice ne galvaude pas. Très heureux de ce premier succès, c'est un succès important. On a tous apprécié ce qui s'est passé sur un plan offensif avec beaucoup de bons enchaînements techniques, beaucoup de relations. Les uns ont joué pour les autres. Une nouvelle attitude qu'il faudra confirmer dès samedi à Clermont pour l'ouverture du championnat de France de Ligue 1. Cédric Chasseur du service sport d'Europe 1. En cyclisme, c'est la néerlandaise Annemiek van Vleuten qui a remporté hier le premier Tour de France féminin depuis 33 ans au sommet de la super planche des belles filles. Et puis un mot de basket avec la disparition hier soir d'un mythe aux États-Unis, un géant de la NBA selon les mots de Barack Obama. Bill Russell, sacré 11 fois champion avec les Celtics, est décédé à l'âge de 88 ans. Et puis une autre disparition chez nous en France pour finir, Mélina, on ne connaissait pas forcément son nom, mais si on a grandi dans les années 70, on va reconnaître ça forcément. Voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Le père de cette émission phare, l'île aux enfants, s'appelait Christophe Izard. Il est parti paisiblement hier chez lui à l'âge de 85 ans selon sa famille. Alors on s'excuse si du coup à cause de nous vous avez un peu la musique en tête toute la journée, mais il fallait quand même lui rendre hommage. C'est pas grave. Merci, c'était le journal de Mélina Fachin. À tout à l'heure, Mélina.